Bonjour mes chers amis, je vous reviens une fois de plus, mais cette fois-ci presque à l'aube du printemps, c'est-à-dire à la période où l'on commence à espérer de se débarrasser de la neige, du froid, pour espérer assister encore une fois au réveil de la nature et aux perspectives d'un contact plus étroit avec la vie extérieure. Ce moment que je vous propose maintenant met donc l'accent sur la beauté du monde et est orienté vers le plaisir de profiter pleinement de la vie. Pour y arriver, je vous propose maintenant le menu suivant. D'abord, une chronique intitulée « Le français dans tous ses états », suivie d'un test-jeu mettant à profit votre mémoire auditive et temporelle. Nous enchaînerons avec un moment consacré à la beauté du monde et particulièrement cette fois-ci à la peinture. Suivra une petite pause pour se détendre en se référant à un bêtisier de l'affichage. Et vous verrez que ce bêtisier est particulièrement bien garni. Et nous terminerons cette production par quelques instants de réflexion, guidés par de grands penseurs. Voici donc le chemin tracé. Il ne nous reste plus qu'à l'emprunter, en espérant qu'il saura vous apporter le plaisir de découvrir, de se souvenir, de réfléchir et aussi, bien sûr, de rigoler un peu. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter la chronique « Le français dans tous ses états ». Vous vous souviendrez qu'à la dernière présentation web, j'avais abordé la question des multisens que certains mots possédaient. On avait convenu qu'il y avait beaucoup de mots et beaucoup de mots avec plusieurs sens et ça pouvait aller jusqu'à 8 sens différents. On avait reconnu évidemment la difficulté que ça pouvait représenter au niveau de l'interprétation quand dans un court texte on se retrouvait avec plusieurs de ces mots à multisens et que là ça relevait du décodage de sens et de mise en situation, sauf qu'on avait conclu que ça contribuait, ces multisens-là, à la beauté de la langue française, à sa subtilité, au sens du détail et de la précision. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une autre caractéristique ou une autre pratique, heureusement très limitée de langue française, mais qui ne nous apporte strictement rien, sauf des embêtements. Et en parlant d'embêtements, je vais vous dire de quoi je vais vous traiter aujourd'hui, et je vais le lire parce que c'est pas évident. J'ai découvert un nouveau mot, et je pense que vous aussi, pour la plupart, vous allez découvrir ce mot. Je vais vous parler aujourd'hui donc d'énantiosémie. Et oui, mes amis, je le répète, énantiosémie. Je vous l'appelle. Et, accent aigu, N-A-N-T-I-O-S-E, accent aigu, M-I-E. Énantiosémie. Quel nom laid! On a l'impression qu'on parle d'une maladie, d'une infection, comme on parle de la septicémie. Et vous allez voir que c'est un embêtement vraiment dans le cas de langue française. Il s'agit en fait de mots qui ont deux sens, mais deux sens carrément opposés. De telle sorte que lorsqu'on les emploie, même en se référant au contexte, on n'est pas sûr vraiment de quoi on se parle et de qui on parle. Et là, on a fait le décompte de ces mots-là. Vous savez que on estime à peu près, dans le vocabulaire français, on parle des mots communs bien sûr, on ne parle pas des noms propres, il existe quelque chose comme 60 000 mots communs dans la langue française. Bon. Et ces mots qui sont frappés comme ça, d'un double sens opposé, il n'y en a que 41. On pourrait bien dire, écoutez, vous auriez pu passer par-dessus parce que 41 sur 60 000, c'est pas beaucoup. Mais on peut raisonner aussi à l'inverse. Si des lexicologues, si des spécialistes de la langue ont réussi au cours des siècles
a créé 60 000 mots pour s'exprimer dans cette belle langue qui s'appelle le français. Ils auraient pu faire un effort additionnel pour rajouter 41 autres mots qui auraient permis à ces pauvres petits mots d'avoir un seul sens, puis de l'avoir, évidemment, s'il est tout seul, il ne peut pas être dans le mauvais sens. Il ne peut pas avoir de sens opposé. Et on aurait pu employer à ce moment-là ces 82 mots avec chacun un sens précis. Bon, vous vous demandez, est-ce que ça existe vraiment? Si, je viens de vous dire qu'il y en avait 41. Je ne vais pas vous faire l'insulte et vous faire perdre votre temps en vous donnant la liste des 41, mais je vais vous donner les plus courants, si vous voulez. Parlons d'abord du terme unisexe. On peut dire, le mot unisexe, on peut dire réservé à un seul sexe, unisexe. Comme par exemple, on peut voir toilette unisexe. C'est pour les hommes ou c'est pour les femmes, mais c'est pas les deux en même temps. Donc, c'est clair. C'est une question d'exclusion. C'est réservé à un sexe en particulier. Mais le même mot unisexe peut vouloir dire convenable aux deux sexes. Donc, à ce moment-là, le mot signifie de l'inclusion. Regardez, on dit les vêtements unisexes. Des jeans unisexes, c'est-à-dire des jeans qui peuvent être portés indépendamment par des hommes et des femmes et on n'y verra pas vraiment de différence sur le port du jeans en question. Alors voilà, un mot, unisexe, deux sens. L'exclusion, l'inclusion, opposé. Deuxième, on dit contre. Contre, je suis contre toi. On a fait un concours, on a fait un débat, et j'ai été contre toi. Et finalement, tu as prendre l'exemple, et j'ai gagné sur toi. Donc là, on parle d'une opposition à une autre personne. Par contre, on peut avoir aussi, on dit, j'ai réussi à faire ceci grâce au concours de monsieur un tel. Dans ce cas-là, c'est pas mon ennemi, c'est une personne qui m'a aidé. Le concours, c'est d'aider quelqu'un d'autre à faire quelque chose et non pas d'être en concurrence avec lui pour l'embêter et assurer sa supériorité. Même chose, un mot, non pas deux sens, mais deux sens. Contraire, oui monsieur dame. On continue, le mot hôte. Ça m'a toujours fasciné d'ailleurs. Je reçois des gens, par exemple, à dîner. On dit, ces gens-là, ce sont mes hôtes. Ce sont mes hôtes. Ces gens-là qui viennent manger chez moi me considèrent comme étant l'hôte. C'est moi qui les reçois. Et dans ce cas-là, j'ai raison. Et ils ont raison. Le même mot désigne les personnes qui sont invitées, qui vont en visite chez quelqu'un, et la personne qui reçoit. Il me semble qu'un mot pour désigner deux personnes ou deux groupes de personnes différents, c'est un peu ordinaire. On aurait pu se faire deux mots. Bon, je continue. Amateur. On dit, par exemple, cette personne-là, c'est vraiment un amateur inconditionnel de tel sport. Il pratique ce sport-là de façon extraordinaire. C'est un mordu qui persiste, je lis, dans un domaine d'activité. Mais on peut dire aussi que quelqu'un est amateur, il commence dans un sport ou une activité, il n'est pas habile. Il commence, il fait ses premiers B.A.B. Donc, il n'est pas très bon, et on espère qu'il va s'améliorer, mais au mieux, il tire plaisir à l'activité qu'il fait. Donc, un mordu, un top du top, puis celui qui commence, amateur. Ensuite, dispenser. Dispenser, ça, encore une fois, c'est particulier. J'ai dispensé mon enseignement. J'ai donc donné quelque chose à quelqu'un. J'ai dispensé mon savoir. Mais en même temps, ça peut être autoriser quelqu'un à ne pas faire quelque chose. Donc, je l'ai dispensé de faire son devoir ou je lui ai dispensé mon enseignement. On ne parle pas du tout de la même réalité, on parle d'un point de vue totalement différent.
point de vue de la personne qui reçoit et de la du point de vue, par après de la personne qui donne. Louer, bel exemple encore une fois. Je suis locataire, je n'ai pas de propriété, je paye donc des frais, un loyer à quelqu'un, à un propriétaire. Je dis je loue sa maison ou je loue son appartement. À son tour, le même propriétaire, lui, qui a un local vacant, un appartement vacant, va céder son usage pour une période déterminée, moyennement un revenu de loyer. Alors la personne, le propriétaire, lui, loue son appartement et le locataire, lui aussi, loue son appartement, mais exactement dans le sens inverse. C'est fort en café, n'est-ce pas? Et je continue. Remercier. Quelqu'un a été bon envers vous. Vous le remerciez. Vous lui rendez grâce de ce qu'il a fait pour vous et vous appréciez ce qu'il a fait. Ou ça peut être le contraire. Dans une entreprise, un employé travaillait mal, on dit le patron l'a remercié, l'a congédié. Dans un cas, on rend hommage à la personne et on la remercie de ce qu'elle a fait, positif. Dans l'autre cas, remercier, c'est de le mettre à la porte. Pas du tout la même chose, en tout cas. Et je termine avec supporter. Celle-là, j'ai toujours bien adoré, n'est-ce pas? T'entends la mère qui dit « Ah, j'ai supporté mes enfants ». Tu dis finalement, qu'est-ce qu'elle nous raconte, la mère, là? Supporter, est-ce que ça veut dire que tu les as endurés? Hein? Ils t'ont irrité, mais tu les as supportés. Tu les as pas détruits, assassinés ou quoi que ce soit. Tu les as gardés, conservés, aimés. Tu les as supportés. Mais ça peut vouloir dire aussi aider, supporter, aider quelqu'un. C'est pas la même chose, encore une fois, deux choses différentes. Alors, en conclusion, s'il vous plaît, forcez-vous quelqu'un pour créer 41 nouveaux mots pour faire disparaître cette bêtise qui s'appelle, je vous rappelle, un énantiosémie. Alors, on réglerait le problème de ces mots à deux sens, puis ça nous permettrait de biffer ce mot-là qui ressemble dangereusement à une maladie et à une maladie grave. Voilà, c'était l'espèce de beauté, n'est-ce pas, de la langue française, mais qui vient aussi avec ses difficultés. Nous voici maintenant à la chronique « Chercher la voix ». Mais en réalité, il ne s'agit pas dans ce cas-ci vraiment d'une chronique, mais plutôt, je dirais d'abord, si on veut jouer au psychologue, un exercice de dissociation. Parce qu'habituellement, lorsqu'on entre en contact avec des documents audiovisuels, avec la télé, avec le cinéma, on a toujours, évidemment, la voix de la personne et évidemment, surimposer la figure, la photo, l'image de la personne. Et c'est avec ces deux sensations-là qu'on en arrive à identifier une personne en particulier. Donc, dans ce cas-ci, c'est pas compliqué. Je vais vous enlever un de ces deux instruments. Je vais vous enlever, n'est-ce pas, le visuel pour vous garder simplement la voix. Donc, il faut être capable de ramener la voix sur un personnage. Et quant à faire des exercices, faisons donc en même temps un exercice de mémoire. J'ai choisi évidemment des personnages qui sont dans l'actualité, qui se retrouvent dans le domaine public, mais en même temps, je vais chercher des voix de personnages qui ont vécu et ont exercé surtout leur métier à partir même des années 1960. Donc il faut se méfier, il faut être capable de retourner dans l'histoire récente pour identifier certaines de ces voix. Dans ce cas-ci, aujourd'hui, nous allons choisir des annonceurs ou des animateurs de radio et de télé particulièrement connus et qui ont laissé leur marque dans le domaine audiovisuel. Alors, c'est pas très compliqué le jeu. Je vous fais entendre la voix. Je vous laisse un délai d'environ 20 secondes pour réfléchir à tout ça. Et puis, si au bout de 20 secondes, vous n'avez pas trouvé, ben là, je vais vous rajouter un indice, plus un petit temps
additionnel de réflexion et à la fin, je vous donne la réponse. Et on fait ça dans ce cas-ci pour 2, 3, 4, 5 personnes. Alors, allons-y donc avec la première personne. Le Front de libération du Québec n'est pas le Messie, ni un Robin des Bois des temps modernes. C'est un regroupement de travailleurs québécois qui sont décidés à tout mettre en œuvre pour que le peuple du Québec prenne définitivement en main son destin. Le Front de libération du Québec veut l'indépendance totale des Québécois, réunis dans une société Alors, libre. vous avez bien entendu cette voix. Il s'agit, indice, d'un annonceur de Radio-Canada. Quelqu'un qui a fait pendant des années la lecture des nouvelles à Radio-Canada et qui a été connu également pour et par des publicités qui ont été à l'époque, je dis bien à l'époque, donc on ne parle pas d'un genou, à l'époque très connu et reconnu. Alors, avec ces indices-là, 5 secondes additionnelles de réflexion, et puis voilà, il s'agit de Gaétan Montreuil. Souvenez-vous de Gaétan Montreuil. L'image, en fait, j'ai dans ma tête deux images particulières. D'abord, souvenez-vous, les événements d'octobre, le FLQ négocie avec le gouvernement du Québec qu'on lira leur manifeste sur les ondes de Radio-Canada et de TVA. Et à Radio-Canada, les autorités ont choisi ce pauvre Gaétan Montreuil pour faire la lecture de ce texte. Et c'était un modèle de stoïcisme, parce que dans le texte, évidemment, il y avait des sacres, ce qu'on appelle des blasphèmes parfois, et ce gars-là réussissait à lire son texte recto tono, sans aucune manifestation, n'est-ce pas, dans son visage. Alors, c'était un modèle, effectivement, de lecture vraiment neutre. Et puis l'autre truc, moi dont je me souviens toujours, n'est-ce pas, c'était Gaétan Montreuil qui faisait l'annonce, les publicités des montres Timex. Et avec sa voix graciante un peu, cette image-là m'est restée littéralement en tête. Et souvenez-vous, les montres qu'il nous montrait, c'était le cas de le dire, avaient toujours une heure précise, 2h moins 10. Pourquoi 2h moins 10? Pour ne pas cacher l'essentiel du cadran. Alors à ce moment-là, ça nous permettait d'avoir une belle image de la montre sans être camouflée, n'est-ce pas, par les aiguilles qui venaient cacher le nom, l'identification de la marque Timex. Alors voilà pour Gaétan Montreuil, c'était notre premier exercice. Passons maintenant au suivant. Choses étant ce qu'elles sont, je suis un disque, je suis une voix, je suis un message, je m'insinue chez vous, je suis léger, je suis postable, et je ne coûte que quelques dizaines. Par indice, si vous ne l'avez pas trouvé, une voix très connue, qui a travaillé pendant longtemps à CKC à la radio, qui est venu aussi travailler à Radio-Canada dans plusieurs émissions, d'actualité, mais aussi des variétés. Alors, vous avez encore 5 secondes là, pendant que je tue le temps. Et là, si vous n'avez toujours pas trouvé, il s'agit de Roger Beaulieu. Roger Beaulieu, qu'on retrouvait à peu près dans toutes les affectations possibles, qui avait une voix remarquable, une belle voix, comme on disait à l'époque. Et souvenez-vous de la série qu'il a faite avec Jacques Normand. Il était le co-animateur avec Jacques Normand. On serait tenté de se dire le souffre-douleur de Jacques Normand. Mais quel beau couple et quelle émission mémorable. Alors, passons maintenant au troisième. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Tandis que Washington et Moscou s'efforcent sans succès d'instituer un dialogue et que la tension internationale continue de monter sous le signe de Berlin, deux événements importants ont marqué la semaine en France. Un nouvel appel du président de Gaulle à la nation dans un climat politique orageux. L'inauguration à Paris de la maison du... Alors, de qui s'agit-il? Indice. Il a été lecteur des nouvelles à Radio-Canada. Encore une fois, une voix
vraiment radio-canadienne, telle qu'on l'entendait et qu'on était habitué de les entendre, ces voix-là, qui finissaient par se ressembler aussi un peu. Alors, je vous laisse donc quelques secondes de plus. Et puis, il s'agit de Jacques Fauteux, lecteur de nouvelles, émérite bien sûr. Et tantôt, je vous parlais de Roger Beaulieu, qui était plus ou moins la victime, n'est-ce pas, de Jacques Normand. Dans ce cas-ci, souvenez-vous que Jacques Fauteux a co-animé avec Lise Payette une émission qui a fait nos plaisirs de nos soirées. Et il jouait évidemment volontairement, n'est-ce pas, le personnage persécuté par Lise Payette, qui s'en moquait évidemment officiellement pour le spectacle, énormément. Passons maintenant au quatrième. Au sommaire ce soir, victoire de Hamilton et par une très forte marge contre les Alouettes de Montréal. Et au baseball, victoire des Expos 7-6 contre les Dodgers. Et au tennis, la championne de 1985, Anna Mandikova, sortie des internationaux des États-Unis. Plus de détails après la pause publicitaire. Alors voilà, vous avez eu votre temps d'audition. Maintenant, réflexion. Et si vous n'avez pas trouvé, indice tout de suite. Travail à Radio-Canada, particulièrement dans le domaine des sports. Une voix magnifique, comme d'habitude, dans ce que je vous présente, et qui, on l'a vu à la soirée du hockey, on l'a vu dans les reportages sur les Jeux olympiques, il était réputé comme un gentleman. Là, j'ai été gentil, je vous ai littéralement farci d'indices, et si vous ne l'avez pas trouvé, ben vous méritez que je vous dise qu'il s'agit de Richard Garneau. Suivant maintenant. Madame, je m'excuse de la mauvaise qualité technique que nous avons. J'espère qu'un jour, l'employeur qui s'appelle Chorus va mettre de l'argent dans l'équipement technique. C'est disgracieux d'offrir un produit de merde comme on le fait actuellement. Oh non, criez pas après votre employeur. Non, mais je trouve ça, madame, moi, ça me fâche. Je vais vous dire une chose. C'est une entreprise canadienne, puis on n'est pas capable d'avoir un système téléphonique qui a du bon sens en ondes. Voilà. Votre temps d'audition est terminé. Indice, surtout, de la radio. D'abord à CKC, puis quand le poste s'est transformé, à ce poste maintenant qu'on appelle le 98.5. Alors, je vous laisse encore une fois quelques secondes, je baratine comme d'habitude, et voilà, il s'agit de Paul Arcan, un des animateurs les plus crédibles au Québec à la radio. C'est un bonhomme qui est sensé, logique, qui est un communicateur d'une grande simplicité et qui est authentique. Bravo. C'est ce que je cherchais, authentique. Et c'est ce qui fait sa très grande popularité. Donc, on se rappelle, il est toujours là, heureusement, Paul Arcan. Et un dernier maintenant. On commence avec une histoire abracadabrante. C'est un homme qui a été déclaré coupable de cruauté envers un chien et il a été condamné à une peine de prison, 60 jours à purger la fin de semaine. Et ce qui a été démontré, c'est que l'homme a littéralement violé, vraiment violé, le petit chien, puis c'est un bichon maltais, et il se retrouve... Voilà, le temps est écoulé. L'indice, c'est un annonceur de nouvelles, mais surtout un enquêteur qui fait de l'animation, qui présente des séries de reportages. Voilà, un reporter, et qui fait aussi dans les émissions de variété. Sa voix et les caractéristiques un petit peu rocailleuses, n'est-ce pas? Et il s'agit de, et les 5 secondes s'écoulent, il s'agit de Denis Lévesque. Alors, Denis Lévesque, évidemment, qu'on retrouve régulièrement dans des émissions à TVA, n'est-ce pas? Et qui a participé à plusieurs reportages à l'étranger. Alors voilà, c'était, encore une fois, chercher la voix, et passons maintenant à autre chose. Abordons maintenant notre chronique « La beauté du monde », en se réfugiant sous le volet art, et particulièrement celui de la peinture. Je voudrais revenir sur un grand peintre que j'ai évoqué dans la précédente édition, Ozias le Duc
né à Mont-Saint-Hilaire en 1864. Je vous en avais parlé à propos d'un portrait qu'il avait réalisé illustrant mon arrière-grand-père. J'avais mentionné à l'occasion qu'il avait consacré une partie de sa vie à la décoration d'églises et à la réalisation de fresques impressionnantes d'inspiration religieuse. J'aurai d'ailleurs l'occasion d'aborder cette dimension de son œuvre dans une chronique à venir. Aujourd'hui, je veux tout simplement vous présenter 6 toiles qui représentent bien sa production picturale et constituent pour moi le summum de son œuvre et le consacre comme un des grands peintres canadiens. D'abord, 3 œuvres qui méritent en toute évidence, d'être vues et admirées. 3 œuvres qui représentent également 3 personnages. Alors, allons-y. La première de ces œuvres, ma préférée de toutes les œuvres d'Ozias Leduc, L'enfant au pain. Regardez bien ce qui se dégage, l'impression première que l'on a qui se dégage, celle de la détente, du moment de répit, du moment d'abandon où on profite tout simplement du plaisir de satisfaire notre faim. Mais sur le plan technique, son fond sombre et son personnage, sur lequel d'ailleurs son personnage se détache bien, avec la lumière concentrée sur son épaule et le bol posé sur la table. Notez également que la forme courbe du dos, associée à la position de l'enfant, du chapeau et du bol, invite l'œil à circuler en boucle et retient notre attention. Deuxième de ses œuvres personnages, le jeune élève. L'impression générale qui s'en dégage est la concentration de l'élève à la lecture. Impression amplifiée par l'inclinaison du personnage se rapprochant du livre en formant 2 alignements presque parallèles, ininterrompus que par la verticale du crayon. La lumière se concentrant sur l'épaule et le livre ramène l'attention à l'essentiel, l'activité intellectuelle que le peintre a toujours privilégiée. Troisième de ses œuvres, la liseuse. La concentration de la lumière sur le visage, sur un arrière-fond sombre, rappelle ici certaines toiles de Rembrandt. Fait à noter, le modèle n'est nul autre que la propre fille d'Ozias Leduc, soit Ozema, et je vous l'appelle parce que ce n'est pas un vrai nom courant, O-Z-E-M-A, Ozema, qui en parenthèse reviendra dans d'autres toiles. Et remarquez encore une fois, un clin d'œil d'Ozias Leduc au plaisir de la connaissance et particulièrement de la lecture. Ozias Leduc a également produit plusieurs natures mortes, 12 au total. L'observation de son environnement immédiat lui servait de matière première, car pour lui, l'art devait d'abord savoir reconnaître le beau de la nature, puis l'art devait ensuite nourrir l'art, d'où l'utilisation qu'il faisait de ses expériences de nature morte pour les réinvestir dans d'autres œuvres. Maintenant, arrivons-en à certaines natures mortes. Justement, ces fameuses natures mortes. Je vous en présente 3 également. La première, étude de la lumière de la chandelle. Vous noterez qu'avec un titre comme celui-là, tout est dit. Il s'agit de faire des études sur la lumière en examinant
l'effet de la lumière sur quelques objets tout autour posés sur une table. Notez que cette toile rappelle aussi, comme type d'éclairage, l'éclairage que privilégiait le peintre de la Tour. Suit, deuxième nature morte, les oignons rouges. Notez l'éclairage qui met en évidence certaines parties et la toile et en attirant le regard. Notez également l'équilibre de la composition. Je reprends parce que ma phrase précédente, je viens de me rendre compte qu'elle n'est pas claire du tout. On dit notez l'éclairage qui met en évidence certaines parties de la toile en attirant le regard. Voilà ce que je voulais dire. Et passons maintenant à la sixième, mais troisième nature morte. Il s'agit de l'heure mauve. Une toile qui se distingue de la majorité de son œuvre, plus réaliste, et qui glisse plutôt vers le symbolisme. Elle illustre une branche de chêne tombée dans la neige. La masse laiteuse de la neige, alliée à la branche, donne l'impression que la branche glisse doucement vers le bas de la toile. Voilà pour cette tournée du côté d'Ozias Leduc et de son immense talent, mettant en perspective la beauté du monde. Venons-en maintenant à la chronique « Les oups » de l'affichage. Oups comme dans le sens de erreur. D'ailleurs, chronique que j'aurais pu intituler « Les bêtisiers de l'affichage » ou encore « L'imbécilité s'affiche ». En fait, il s'agit tout simplement de, quand on regarde certains affichages, quand on regarde l'étiquetage sur certains produits et qu'on lit attentivement, le sourire nous vient aux lèvres parce qu'il y a tellement de bêtises là-dedans, tellement d'erreurs, qu'on se demande comment on peut générer autant de bêtises par des personnes qui, au point de départ, sûrement, sont de bonne foi. Alors, évidemment, ça peut s'expliquer par la distraction, par des personnes qui ne relisent pas leur texte, qui ne regardent pas ce qu'ils ont fait vraiment, qui ne se vérifient pas, des personnes qui, par ignorance, font des mauvaises traductions, ou encore lorsqu'on a la paresse et surtout peu de moyens financiers, on recourt à des traducteurs de robots, des robots qui nous donnent des résultats vraiment aberrants. Alors l'objectif de cette chronique, c'est de vous présenter quelques-unes de ces affiches qui font sourire, ayant pour but tout simplement de vous afficher un sourire sur les lèvres. Alors allons-y avec ce premier cas. Alors c'est vraiment un cas. On parle ici de glacier gel. Donc, on conclut que c'est en anglais « glacier gel ». Et puis, on traduit, écoutez bien, on traduit, et là, je regarde mot à mot, « cloque et brûlure assaisonnement ». Et on voit sur l'affiche, effectivement, des pieds. Alors là, on se dit, mais de quoi il s'agit exactement? Et là, si vous regardez bien, il s'agit tout simplement d'une espèce de diachylon qui permet effectivement de couvrir une blessure ou une brûlure, de façon à ce que la plaie ne frotte pas sur les autres parties du pied, les autres orteils, par exemple. Alors c'est tout ça. Mais voulez-vous me dire que viennent faire les assaisonnements sur les pieds? Alors là, vous avez un exemple d'une mauvaise traduction qui a été faite par un robot informatisé. Alors voilà donc notre premier cas. Maintenant, parlons aussi des afficheurs, des grandes affiches que l'on met à l'extérieur. Une des erreurs que viennent de commettre les gens qui ont fabriqué cette affiche, n'est-ce pas, c'est de multiplier les informations diverses et de sens divers sur le même panneau. Regardez bien celui-ci. On dit « Nous embauchons poivron couleur ». Bon. Alors, on sait très bien qu'un poivron, ça peut être quelqu'un qui boit beaucoup, qui aime se saouler. Et quand on lit l'expression « nous embauchons poivron », est-ce que ça veut dire qu'ils engagent que des gens qui se saoulent et non pas des gens sobres? C'est quand même bizarre.
En fait, on comprend bien ce qu'ils ont voulu dire. Ils veulent dire deux choses, mais ils la mettent sur la même affiche, collée l'un sur l'autre. Alors, ils embauchent des employés. Il manque de main-d'œuvre comme beaucoup d'entreprises, donc ils veulent faire savoir à la population et aux gens intéressés qu'ils embauchent des gens. Ça, c'est une réalité. Ce qu'ils veulent dire aussi, c'est qu'ils ont un spécial sur le prix, probablement cette semaine, hein, des poivrons, des poivrons de couleur. En paquet de 4 à tel prix. Voilà. Mais quand on regarde la fiche et qu'on lit vraiment ce qui est indiqué, c'est qu'ils embauchent des poivrons. Et encore là, on pourrait rajouter aussi, ils engagent des poivrons de couleur. Ça veut dire qu'ils font du racisme, là. Ils engageraient que des gens qui se saoulent, mais effectivement des gens de couleur. Des noirs, par exemple. Mais pas de blancs, juste des noirs. Ou de d'autres couleurs. Bizarre. Bizarre. Drôle, mais à peine. Passons maintenant à la note qu'a envoyée un garage, une firme automobile, au propriétaire de ces autos. Lisons-le attentivement. Ce texte-là, on dit « Madame, Monsieur, la durée de vie restante de l'huile de votre Bolt, tel modèle de Chevrolet, est de 0%. Veuillez effectuer un vidange d'huile sans tarder. » Bon, d'abord aussi sur la formulation. On parle de la durée de vie restante de votre huile. Est-ce que l'huile a une durée de vie? Est-ce que l'huile va mourir? Ou simplement s'évaporer dans le moteur? Alors là, déjà là, il y a un problème dans la formulation. Et l'autre question, légèrement fondamentale. On parle ici de modèle Bolt avec le numéro de modèle. Ce sont des autos électriques. Petit détail, les moteurs n'ont pas d'huile. Donc, on n'a pas à changer l'huile. Et ça, c'est le fabricant ou un garagiste qui a émis cette directive-là. Bravo! On aurait aimé avoir son adresse pour éviter de le fréquenter. La suivante est un modèle de texte incompréhensible. Vraiment, et nous allons le lire ensemble attentivement. Je me rapproche pour voir correctement. On dit que c'est des Go Snuggle. Alors moi, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je me dis, je vais l'apprendre, je vais lire le texte. On dit « Réchauffez-vous et confortablez-vous ». Déjà, je m'arrête. On vient de créer un terme. Confortablez-vous. Hein? On dit. Donc, faites deux choses en même temps. Vous portez quelque chose qui va vous réchauffer et vous allez être à l'aise dedans. On comprend? Mais confortablez-vous. Là, on est dans la création pure et simple. Et puis, on parle du tissu Skechers Go Snuggle. Bon, ça va jusque-là. On dit ce tricot extensible de poids moyen. Hop là. Est-ce qu'un tricot a un poids standard? Il y aurait un poids maximum, minimum, moyen? Est-ce que c'est un tricot pour les boxeurs? C'est quand même bizarre qu'on attache de l'importance à un poids moyen. Et là, on rajoute, juste pour être sûr de ne pas se faire comprendre, on dit ce tricot extensible de poids moyen, la toison et de transition parfaite couche. Oh là là, là il y a des questions. Que vient faire la toison là? On parle de la toison du vêtement. En quoi? Est-ce que le vêtement est fait en or? Est-ce qu'il s'agit de la toison d'or? Ou on parle de la toison de la personne qui va le porter, ce vêtement-là? Pas sûr, pas évident. Hein? Et là où la confusion continue, on dit « et la transition parfaite couche ». Est-ce que, là c'est la question que je me suis posée honnêtement, est-ce qu'il ne s'agirait pas d'une espèce de vêtement de recouvrement quelconque qui permettrait de faire, pour une personne qui vieillit, n'est-ce pas, et qui perd de ses moyens, faire une espèce de transition entre des vêtements normaux, par exemple des sous-vêtements normaux, et la fameuse couche d'incontinence.
Parce que plus tard, on parle aussi de tas. Ça, j'y reviendrai pas, là, je vous le dis tout de suite. Hein. Mais déjà, c'est l'ambiguïté, là. On ne sait pas vraiment encore de quoi on se parle. J'ai vérifié, remarqué, on se parle d'un vêtement. Bon, je vous donne tout de suite le punch, là. Je continue. Le côté du visage du tissu. Ben ça, j'en apprends, là. Un tissu a un visage. Il faudrait se poser aussi la question, est-ce qu'il y a d'autres parties du corps qu'un tissu possède? Passons. Est élégant. Alors donc, le visage, là, est élégant et lisse. Tandis que le dos, tiens, une autre partie du corps, tiens, plutôt que l'endos, est un des meilleurs et doux élevés. Et des moelleux, pardon, et doux élevés. Doux élevé, c'est quoi un doux élevé? Un dos moyen, un dos bas, un doux élevé. Vous donne un poli. Regarde, tout ça, là, ça va vous donner un poli. Vous allez être poli. Bon. Et puis, regardez avec la facilité de votre vêtement préféré à la maison. Regardez avec la facilité de votre vêtement. Maintenant, on va utiliser des vêtements pour mieux regarder. Complexe tout ça. Très complexe. La preuve qu'on a fait encore une fois référence et on a demandé de l'aide à des robots, n'est-ce pas, de traduction, et que la personne n'a pas été capable de relire et de comprendre le texte qu'elle a présenté. Ben, chose commune aussi, par rapport au lecteur, c'est la même chose. On ne comprend pas ce qu'ils ont voulu, n'est-ce pas, dire. Bon, alors passons maintenant à la suivante. Ça, c'est aucun doute que cette photo-là a été prise au Québec. Regardez la multiplicité des panneaux de signalisation. Non seulement, et regardez bien là, on se dit, mais pourquoi en avoir mis tant que ça? Est-ce qu'il y a un surplus de panneaux de signalisation au Québec disponibles? On ne sait pas où les mettre, on les accroche comme ça un peu partout. Mais regardez bien la signification du chose. Donc, on arrive, on voit bien qu'en face, là, ça mène plus ou moins à un cul-de-sac. Ça, on peut s'en douter un petit peu. Et là, on arrive à un stop, à un arrêt. Bon, on fait l'arrêt. Et là, si vous regardez, une fois que tu as fait ton arrêt, tu ne peux pas tourner à gauche, tu ne peux pas tourner à droite, tu ne peux pas reculer et tu ne peux pas avancer. Qu'est-ce qui te reste comme possibilité? Rester sur place? Qui a fait cela? Quel fonctionnaire, quel travailleur a fait une bêtise comme celle-là? Ça me rappelait à une certaine époque où à Montréal, par exemple, quand venait le moment de garer son automobile sur la rue, on avait des panneaux, mais plusieurs panneaux, les uns derrière, pas derrière les autres, mais les uns au-dessus des autres, sur les conditions et les temps et les interdictions de stationner. Et là, il y avait le premier panneau, le deuxième nuançait le premier, le troisième contredisait le deuxième, et ainsi de suite, de telle sorte qu'il m'est arrivé parfois, après avoir lu tous ces panneaux-là, de me dire, je pense que je vais aller me garer à plus loin, parce que c'est déjà trop compliqué. Mais là, voilà un bel exemple de l'absurde. Passons au suivant maintenant. Là aussi, c'est assez édifiant. Là, on comprend bien, il y a un étang derrière, il y a un lac derrière, et on a voulu indiquer aux gens de ne pas pêcher dans le lac. Bon, alors donc, il y a quelqu'un qui a fabriqué ce panneau-là avec un poisson, et puis l'interdiction. Mais c'est quoi que ça veut dire exactement? Est-ce que c'est l'interdiction d'avoir du poisson? Ou l'interdiction de pêcher le poisson? Si c'est interdiction, et je pense que c'est ça, l'interdiction de pêcher le poisson, aurait fallu que le pictogramme soit plus explicite que ça. Hein? On n'interdit pas le poisson, on interdit de pêcher le poisson. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième, c'est qu'une fois que l'employé, on lui a remis ce panneau, il s'est dit, je vais le faire tenir comment, le panneau? Et il avait, semble-t-il, que des panneaux avec l'espace pour chien. Promenez votre chien en laisse. Vous pouvez, les chiens ont accès, mais ça en laisse seulement. Alors,
qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a enlevé le panneau du haut, le chien, et il a mis le poisson. Sans se soucier de voir qu'il n'y avait aucun rapport entre les deux. Est-ce qu'on va promener les poissons en laisse? On ne devrait pas les promener en laisse? Mais voyons tout ça. Passons au suivant. Une publicité, celle-là. On dit, si on lit bien, wash. Wash, le lavage auto. Oh là là. Déjà là, on sent qu'on est dans une annonce, une publicité française. Regardez l'appellation wash. On ne peut pas dire nettoyage, etc. Le wash. Et puis, on reprend le lavage. On sait qu'on est en France, donc 3,90 €, le lavage auto. Et là, regardez le mot d'esprit qu'on a trouvé. Wash bien. Wash vachement bien. On joue sur le vachement bien en disant le washement bien. Qui est l'imbécile qui a pensé à un mot aussi nono que ça? Et qui est l'imbécile de patron et d'éditeur qui l'a mis sur papier? Je serais curieux de savoir combien de personnes ont vraiment trouvé cette publicité-là intéressante et combien de personnes ont été incitées à aller faire laver leur auto chez ce détaillant. Voilà. Et là, je termine avec deux affichages qui touchent le racisme. Le racisme et le sexisme. Tiens, allons-y. Commençons par le racisme. Regardez bien et ne lisez que la partie du haut de l'affiche que je vous montre. La partie du haut, elle est parfaite. On dit, si je relis bien, tout le monde veut être traité de façon égale. Donc, ce n'est pas un propos raciste, bien au contraire, c'est l'égalité des droits, etc., etc., etc. Tout le monde doit être traité de la même façon, avec les mêmes obligations, mais aussi les mêmes droits. Bon. Et on illustre la partie du centre maintenant. Ne lisez pas le bas. La partie du centre, on illustre ça avec 4 têtes d'enfants, évidemment, de races différentes. Donc, on parle de l'égalité de race et de l'égalité de traitement qu'on doit accorder à chacune des races. Jusque-là, ça va bien et c'est méritoire. Mais regardez bien où le jupon dépasse. Lisons plus bas. On dit, ça n'a pas d'importance, la différence de couleur. On peut être noir, jaune, brun ou encore naturel. Oh là là! Qu'est-ce qu'on vient de dire? On dit, OK, tout le monde devrait être traité pareil. Les noirs, les jaunes, les bruns, mais il y a aussi ceux qui sont normaux. Donc, ce qui veut donc dire que les noirs, les gens ne sont pas des gens normaux. Mais voyons, c'est sûrement pas ce que voulaient dire les gens qui ont pondu ce texte-là, mais de toute évidence, ils ne se sont pas relus. Et je termine aussi avec cette publicité-là. On parle de numéro numéricable. C'est un appareil un peu comme ce que nous distribuent, nous installent nos compagnies comme Vidéotron ou Bell, de réception d'Internet et de réception de signaux de télé. Et là, encore une fois, je tiens à souligner, on est en France, là, parce que l'appareil, on l'appelle la box. La box, la boîte, la box. Pourquoi? Mais regardez maintenant le texte. Téléchargez aussi vite que votre femme change d'avis. Et là, on est dans le sexisme. Qu'est-ce qu'on dit là? C'est que les femmes, c'est des girouettes, finalement. Elles passent leur temps à vouloir quelque chose, changer d'idée, vouloir le contraire. Ce sont des têtes folles. Et on sous-entend que si on observe ça chez la femme, votre femme, ben vous n'êtes pas comme ça. Ben, je dois dire que si on observe l'inverse maintenant, les gens qui sont têtus, ce qu'on dit ici au Québec, les têtes de cochon, je dois vous dire que ce n'est pas l'exclusivité des hommes ou des femmes. Mais de la même façon aussi que les girouettes, ce n'est pas l'exclusivité d'un homme ou d'une femme. Mais là, on dit, votre femme change d'avis constamment.
Bravo pour l'égalité des sexes. Alors, c'était la chronique des Oups et à la prochaine chronique. Nous terminons cette présentation par la chronique intitulée « À bien y penser ». Dans cette chronique, nous allons prendre tout simplement quelques instants de réflexion, guidés que nous serons par de grands penseurs. 3 citations aujourd'hui au programme. La première du grand savant Albert Einstein. Une citation que j'aime beaucoup, qui dit « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. » Mais en ce qui concerne l'univers, je n'en ai pas encore acquis la certitude absolue. Évidemment, cette citation, cette pensée, fait sourire au premier niveau. En se disant que, bon, il a fait une recherche sérieuse sur l'univers et tout ça, et il est arrivé à la conclusion que ça existe bien, qu'il y a un certain ordre, etc., etc. Et il se dit, par rapport à l'univers, la bêtise, probablement, n'a pas de fin et n'a pas de limite. Et je suis assez d'accord avec cette réalité-là, que le genre humain devrait avoir, d'une part, l'humilité de reconnaître notre bêtise, nos bêtises, notre bêtise collective, et, une fois de l'avoir reconnu, prendre des moyens à l'échelle de l'ensemble de la population, comme à l'individu, de prendre des moyens pour essayer de réduire, sinon notre bêtise, du moins nos gestes posés très souvent et malheureusement au nom de la bêtise humaine. Alors évidemment, en ce contexte d'où le monde est sur le point, on a l'impression que parfois il est sur le point d'éclater. Quand on regarde la guerre en Ukraine, on regarde ce qui se passe du côté de la Chine, de la Corée du Nord, et ça simplement sur le plan militaire et politique. Quand on regarde également ce qui se passe avec l'avenir de l'environnement, la situation des pays pauvres et des gens qui vivent misérablement et de plus en plus nombreux à l'échelle de la planète, on se dit, on a du pain sur la planche. Mais il faut garder en tête que nous avons identifié le problème. Il suffit maintenant de prendre, comme je le disais tantôt, individuellement et collectivement, par des petits gestes, pas nécessairement de grandes actions, de prendre des moyens pour réduire, du moins réduire, l'effet de cette bêtise humaine. Deuxième citation, nous allons du côté de Nelson Mandela. Nelson Mandela qui dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. » Que j'aime beaucoup encore cette définition-là. Très souvent, on dit hey, « quelqu'un a été courageux, il a fait un acte vraiment exceptionnel. » C'est une personne, ça, qui n'a pas peur, tu sais. Mais non, tout le monde a des peurs et tout le monde a peur de quelque chose, y compris l'inconnu, le bon, les moments difficiles et tout, on a peur. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur. Le courage, c'est de se donner la capacité de vaincre ce qui fait peur, d'aller au-delà de notre peur pour agir selon nos moyens. Et c'est là où, à ce moment-là, on dira, on a assumé notre courage. Et je termine par une citation de ce bon vieil Victor Hugo qui dit « Le souvenir, c'est la présence invisible. » Que c'est beau. Si on regarde tous les souvenirs que l'on a accumulés depuis notre naissance, il y a un bon lot de ces souvenirs. Il y a des souvenirs pénibles, il y a des souvenirs agréables. Il y a surtout des souvenirs de personnes qui nous ont accompagnés pendant certaines périodes de notre vie. Des personnes qui ont cheminé avec nous et qui sont décédées. Il faut ne pas oublier que ces personnes sont toujours présentes dans notre esprit et dans nos cœurs et qu'ils nous accompagnent. C'est comme dit Hugo, c'est une présence invisible,
mais vraiment réel. Car je termine là-dessus, car on a de plus en plus l'habitude quand on va à des funérailles et au cours des cérémonies de dire non, la personne va continuer à vivre parce que tant et aussi longtemps qu'elle va vivre dans la tête et les cœurs des gens, elle sera vivante. Et ça, je crois en ça profondément et ça rejoint à cet égard-là la pensée de Victor Hugo que je vous rappelle en terminant, qui dit donc le souvenir, c'est la présence invisible. Et c'est sur cette profonde pensée que nous terminons cette chronique. Le moment est venu de nous dire adieu, non pas adieu plutôt, mais à la prochaine, qui se situera quelque part au début de l'été prochain. Non pas au début de l'été prochain, je me reprends, au début de juin prochain, à la veille de l'été. D'ici là, mes amis, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout profitez pleinement de la vie. Au revoir, mes amis.